Bienvenue sur Savoir-faire digital. Nous poursuivons notre étude de la régression linéaire simple. Nous avons déjà couvert les bases, y compris la construction du modèle, les tests d'hypothèse et la validité du modèle, ainsi que l'impact des points de levier et des valeurs aberrantes. Au cours de la session d'aujourd'hui, nous approfondirons notre compréhension en démontrant l'application pratique de ces concepts. Nous mettrons l'accent sur l'identification des valeurs aberrantes dans vos données. À la fin de cette vidéo, vous disposerez d'un cadre solide pour détecter et traiter ces points afin d'assurer l'exactitude et la fiabilité de votre modèle de régression. En plus, nous montrerons comment vous pouvez utiliser RStudio ou bien Positron et Quarto pour améliorer la rédaction de vos rapports de projet. Voilà, nous allons commencer d'abord par l'entête YAML de notre document. Donc, cette entête YAML commence par le titre qui définit le titre principal du document. Après, il y a le sous-titre, donc subtitle, qui précise le sujet en se concentrant sur la détection des valeurs aberrantes dans le cadre de cette analyse. Après, bien sûr, il y a le nom de l'auteur qui indique l'auteur ou bien l'organisation responsable du document. Après cela, nous avons la table des matières, donc doc2.true, qui active la génération automatique d'une table des matières. Cela facilite la navigation pour les lecteurs. Nous allons voir cela quand le rapport sera généré. Ensuite, nous avons la numérotation des sections, number section 2.true. Ceci ajoute une numérotation au titre des sections et sous-sections, améliorant ainsi la structure et la clarté du document. Et après, nous avons highlight dash style, et puis on met 2 points, on met le type en fait de notre style. Ceci en fait définit le style de coloration syntaxique pour les blocs de code. Ok? Donc, nous avons choisi ici pigment, qui est un style qui améliore la lisibilité du code en appliquant des couleurs aux différentes syntaxes. Et pour le format du document, ici, nous avons choisi un format HTML, comme vous le voyez. Donc, nous avons aussi ajouté CodeLine Number 2.true. Ceci nous permet d'avoir des numéros de ligne dans le code. Donc, ceci va afficher les numéros de ligne dans les blocs de code, ce qui est pratique pour référencer ou bien discuter des parties spécifiques du code. Nous avons aussi le pliage automatique du code quand ce n'est pas nécessaire. Ceci permet au bloc de code d'être replié ou déplié. Les lecteurs peuvent choisir de masquer le code pour une lecture plus fluide du rapport final ou bien d'afficher le code si ils sont intéressés par le code ou bien par l'analyse. Il y a aussi les outils de code, donc CodeTools 2.true. Ceci ajoute des outils interactifs au bloc de code et nous allons voir tout ceci à la fin lorsque nous allons générer notre rapport final. Donc, en résumé, cette entête YAML configure votre document pour qu'il soit structuré, accessible et interactif. Il améliore l'expérience de lecture en offrant des fonctionnalités qui permettent aux utilisateurs de naviguer facilement, d'interagir avec le code et de comprendre rapidement le contenu et son organisation. Voilà, maintenant nous allons commencer notre analyse. En fait, nous aurons deux grandes parties. Une première partie pour décrire en fait le jeu de données que nous allons utiliser et une deuxième partie qui fera l'analyse proprement dite pour détecter est-ce que nous avons des valeurs aberrantes dans notre jeu de données ou pas. Donc ici, je vais commencer la première section. Donc comme vous le voyez ici, c'est comme cela que vous allez indiquer que ceci est une section. Donc vous mettez hashtag, donc dièse 2 fois si vous voulez, pour dire qu'en fait c'est un header de type 2 parce que nous voulons que notre titre soit le header de type 1, n'est-ce pas? Et puis vous mettez le titre pour ce header-là. Ici c'est data. Là c'est là où nous allons décrire en fait notre jeu de données. Et ici j'ai ajouté ici quelque chose ici, les accolades, et à l'intérieur j'ai mis un hashtag sec-data. Ceci est important pour si vous voulez générer des rapports dynamiques et vous allez voir cela quand le rapport sera généré. Je veux dire bien le rapport final du document.
OK? Pour comprendre, il faut juste savoir que ceci me permet de créer un identifiant unique pour cette section-là. Après cela, j'aurai ici en fait une deuxième, comment je vais dire, section. Là, je vais le mettre ici. Donc, ce sera la partie analyse où je ferai en fait l'analyse proprement dite, n'est-ce pas? Ceci vous donne une structure bien organisée de votre rapport, alors que vous n'avez même pas commencé à faire du codage. Hein. Mais comme je dis, il est important de savoir coder et de faire une analyse en machine learning, mais il est aussi important de pouvoir générer des rapports attrayants et faciles à lire. OK? Voilà, je pense que pour l'instant déjà, on peut rendre ce document initial-là pour voir c'est quoi en fait la structure générale du document. Et pour cela, si vous êtes sur RStudio, il vous suffit de cliquer sur ce bouton-là ou bien rendre. Ou bien vous pouvez aussi faire CTRL-SHIFT-K. OK? Donc là, je vais cliquer sur ça. Donc, s'il n'y a pas d'erreur, le document sera rendu bientôt. Voilà, parfait, tout est correct. Comme vous le voyez très bien. Donc, là, vous voyez ici, j'ai le titre en fait de mon rapport. Simple Linear Regression Analysis, OK? Donc, vous voyez très bien ici le sous-titre, Detecting Outliers, qui me permet de dire cette analyse-là va principalement s'occuper à la détection des valeurs aberrantes. Et puis, bien sûr, ici, vous avez le nom de l'auteur. Et puis, vous voyez numéro 1 et numéro 2. C'est clair que le numéro 1, ce sera pour la description des données. Et pour le numéro 2, il est évident que ce sera pour la partie analyse proprement dite. Et vous voyez, comme nous l'avions déjà dit, vous avez à droite la table des matières qui est générée automatiquement avec le premier point, les données, le deuxième point, l'analyse. Et là, vous avez aussi l'outil code. Si vous cliquez sur cela, pour l'instant, on n'a rien. Et c'est pourquoi nous n'avons qu'en fait le code source ici. Mais après, vous aurez d'autres options qui vous permettront de voir soit uniquement le rapport final ou bien le rapport avec le code. Voilà, passons à la description des données en commençant par la source de nos données, puis en examinant leur structure et puis leur contenu. Donc ici, je vais ajouter du texte juste après la section Data. Donc voilà. Donc vous voyez ici, je vais vous expliquer ce que j'ai essayé de faire ici. Donc ici, sur la ligne 17, nous avons d'abord source. Vous voyez qu'en fait, j'ai mis 2 étoiles au début et puis 2 étoiles à la fin. Ceci me permettra de mettre en gras ce texte-là. C'est juste pour ajouter en fait mon style. Et après, vous voyez que j'ai donné en fait la provenance de mes données. Ça, c'est un lien. C'est le cours de l'université de Penn State, OK? Et le cours s'appelle Stat 462. Vous allez voir aussi que j'ai donné ce même lien-là sur la ligne 18. C'est juste pour vous montrer 2 façons de mettre des liens dans votre rapport de projet si vous avez des données que vous devez citer, par exemple. Sur la première façon, c'est ce qu'on appelle un lien personnalisé. Vous pouvez toujours mettre le lien entre parenthèses et puis devant le lien, vous mettez des crochets et vous mettez les noms que vous voulez. Par exemple, ici, j'ai tout simplement mis Penn State Stat 462, ce qui est plus parlant que le lien. Maintenant, ce que vous allez voir, c'est que non seulement ce texte-là va apparaître sur le rapport final, en même temps, ce texte-là sera un lien qui va vous amener vers le cours. Ça, c'est le 1. Maintenant, si vous voulez tout simplement mettre le lien comme tel, il suffit tout simplement de mettre en fait le texte du lien et puis au lieu de mettre entre parenthèses, vous mettez tout simplement en fait ici le signe supérieur à la fin et ici vous mettez le signe inférieur au début. Et entre les deux signes, inférieur et supérieur, vous mettez le lien que vous voulez. Voilà, je pense que ceci est clair. Maintenant, nous passons à la description des données. Évidemment, avant de pouvoir décrire les données, il faudra d'abord les lire et nous allons faire cela tantôt, mais je vais juste commenter ce que j'ai mis ici pour vous aider à écrire des rapports professionnels. Par exemple, là, vous avez vu que j'ai déjà commencé à planifier ce que je veux faire. Donc là, j'ai mis for structure, si, et puis je mets ici arrobase, et puis je mets une description. Et j'ai mis entre parenthèses or, j'ai mis arrobase, ici TBL,
Je vais expliquer de quoi il s'agit. Et pour ici, head and tail, là, c'est pour juste montrer le début et la fin des données. Parce qu'en général, si vous écrivez un rapport, vous n'avez pas besoin de mettre toutes les données à l'intérieur. Bon, déjà, on a mis un lien pour vous dire que vous pouvez vous-même aller regarder ces données-là. Mais dans un rapport, il est bien quand même de donner aux gens, par exemple, par défaut, en général, les gens mettent les 6 premières lignes. C'est juste une vérification pour vous permettre de voir est-ce que vous avez bien lu vos données. Parce que si vous avez en fait le head ou bien la tête des données, les 6 premières lignes, et la queue des données, donc les 6 dernières lignes, et d'ailleurs même pour gagner de l'espace, vous pouvez tout simplement vous limiter aux 3 premières lignes et aux 3 dernières lignes, et je vais vous montrer comment faire cela après, n'est-ce pas? Maintenant, c'est quoi? Ici, nous préparons, là vous voyez, c'est comme une adresse, donc @tbl-dataframe v2. Ça me permet de créer ce qu'on appelle une cross-référence. Okay? Dans mon rapport, je vais créer soit une cellule qui aura une identité unique qui va être appelée TBL-DFV2. Ce qui est important ici, c'est les 3 premières lettres, TBL. Cela fait référence à table. Donc, on va créer une table. C'est pourquoi on a mis TBL. Quarto reconnaît cela comme une identité d'une table. Et nous allons voir les détails tantôt. On dit au lecteur, si vous voulez voir le début et la fin des données, allez vous référer à la table nommée DFV2. DFV2 pour dire en fait DataFrame version 2. OK? Et ça sera automatique. Donc, le rapport sera très facile à lire parce qu'on aura des références partout. Pour la structure ici, on a fait à peu près la même chose. Sauf que maintenant, au lieu de mettre TBL, on a mis SEC ou bien SEC, qui est en fait le diminutif de section. Maintenant, pour regarder par exemple la structure des données, là aussi on fait référence à la section nommée DataFrame v2 glimpse. Glimpse pourquoi? Parce que tout simplement, bon, on va utiliser une fonction qui s'appelle la fonction glimpse qui me permet de donner en fait la structure d'un jeu de données. Et on peut aussi faire cela de deux façons. C'est pourquoi j'ai voulu montrer les deux façons. On peut montrer la structure en faisant référence à la section, donc vous voyez ici SEC, ou bien en faisant référence à une table, donc TBL. Une fois qu'on aura le rapport final, vous verrez pourquoi ces cross-références-là sont importantes. Voilà, maintenant nous allons commencer la lecture en fait des données et la visualisation de la structure des données. Comme vous l'avez bien vu dans la section Data ici, vous voyez ici nous avons une sous-section. C'est pourquoi nous avons mis 3 hashtags pour dire que c'est un header de niveau 3, parce que 2 hashtags veut dire un header de niveau 2. Donc, ceci sera une sous-section de niveau 3 qui sera imbriquée dans Data. Déjà, si vous regardez votre outline, vous allez voir cela. Vous allez voir qu'en haut, il y a Data, qui est le niveau supérieur, et à l'intérieur, vous allez voir ici la sous-section qui est là. Et vous le voyez bien ici, n'est-ce pas? De même, on va ajouter ici une sous-section de niveau 3 qui sera au même niveau que la section précédente, que nous appelons DF2, et puis on met 2 points structure pour dire qu'on là on va visualiser la structure des données, n'est-ce pas? Et vous avez vu à l'intérieur, entre les accolades, on a mis un hashtag, et puis on commence par SEC ou bien SEC, et puis on donne un nom. C'est la définition en fait de l'identité de cette section-là. Et si vous vous rappelez bien, nous avions déjà adressé en fait cette section-là ici. Ça, c'est la référence et ça, c'est la définition. Pour la définition, vous mettez un hashtag ou bien case et pour la référence, vous mettez arrobase ou bien @. Bon, vous allez peut-être remarquer que pour cette section-là, ou bien sous-section DF2, DFV2, nous n'avons pas mis en fait une identité. Pourquoi? Nous n'avons pas mis une identité parce que nous avons une autre façon de faire une référence à cette section-là, si vous voulez. Au lieu de faire une référence par section, nous avons tout simplement utilisé une référence par table ici, TBL DF2. Je pense que vous le voyez là.
une autre question. Où est cette définition-là? Très bien. Et c'est cela que nous allons voir maintenant. Je vais ouvrir cette cellule-là. Si vous ouvrez la cellule, vous allez voir qu'ici, à l'intérieur, nous avons commencé par un hashtag, OK, dièse, et puis un trait vertical, espace, et puis on met label. Quand vous voulez définir une identité pour une cellule, il faut commencer par label, et puis vous mettez deux points. Bien sûr, il faut commencer par hashtag, et puis un tiret vertical, n'est-ce pas? Et puis vous mettez label, deux points, et puis vous donnez en fait l'identité. Je pense que vous avez compris. C'est pourquoi la première cellule de la section DFV2 sera adressée par en fait cette identité-là. Bien sûr, le résultat de cette cellule-là doit être une table. C'est pourquoi le nom du label ou bien le nom en fait de l'identité doit commencer par TBL pour dire que ce sera une table. C'est comme cela que Quarto nous permet de référencer et d'adresser en fait des cellules ou bien des sections. Je pense que c'est clair. Essayons de décrire le reste en fait de cette cellule-là. Donc nous avons parlé déjà de la définition ici de l'identifiant ou bien label. C'est ce qui nous permet d'adresser cette cellule-là et je pense que vous l'avez déjà vu ici. On prévient le lecteur, on lui dit qu'il y aura en fait le début et la fin de la structure des données ou bien même du contenu des données. Il suffit de voir en fait la cellule TBL DF2 qui est cette cellule-là. Ce sera beaucoup plus clair quand on finira le rapport final. On va aussi donner la description en fait de la table. Et pour cela, vous commencez par table caption ou bien TBL-cap et puis vous mettez deux points et vous mettez la description que vous voulez. Ici, on a tout simplement mis data frame DF-V2 pour dire que c'est le jeu de données version 2. D'ailleurs, ici, je vais changer, je vais mettre espace entre data et puis frame. Alright? Puisque j'aurai en fait deux tables, bien sûr, je peux visualiser en fait le début de la table d'abord et puis visualiser la fin de la table. Mais si vous voulez organiser votre rapport de façon beaucoup plus élégante, vous pouvez tout simplement mettre en fait le début et la fin côte à côte pour gagner de l'espace et avoir en fait une comparaison beaucoup plus facile, n'est-ce pas? Et pour cela, il faut ajouter ce qu'on appelle subcap. Donc, il y aura une description globale et c'est ce que nous avons défini ici, table cap. Maintenant, puisqu'on aura deux tables, donc il faut définir chaque sous-table si vous voulez. Donc là, vous mettez table-subcap et vous dites qu'en fait, la première table qui sera à gauche, c'est le début et la deuxième table qui sera à droite, c'est la fin. Si vous voulez que les deux tables soient côte à côte, il faudra indiquer cela à Quarto et pour cela, vous mettez ce qu'on appelle layout, number of columns ou bien layout-end col, vous mettez deux points, vous mettez deux pour dire qu'en fait nous voulons deux tables côte à côte, une table à gauche et une table à droite et vous allez voir, le rapport sera beaucoup plus élégant. Donc on a fini avec ici tout ce qui est Quarto. Maintenant on va passer tout simplement à la programmation avec le langage R. Qu'est-ce qu'on fait en premier ici? Bon, ça nous l'avons déjà vu, il suffit de lire en fait nos données. Read table, parce qu'on a ici un fichier texte tout simplement. Donc le fichier texte s'appelle datav2.txt. Donc ça c'est le nom du fichier. Séparateur sep equal to la empty pour dire qu'en fait c'est ça un caractère blanc. Ça peut être espace ou bien une tabulation, etc. Et puis header equal to true. L'entête ne fait pas partie en fait des données. Donc il faut dire au langage de programmation que ignorer la première ligne ou bien que la première ligne c'est juste en fait les entêtes, le reste c'est cela en fait les données. Très bien. Et maintenant pour visualiser, on va utiliser une bibliothèque qui s'appelle Knit, ok, K-N-I-T-R, et puis il y a une fonction qui s'appelle table, ok. Au lieu de table, c'est cable de la bibliothèque Knit, si vous voulez, K-N-I-T-R.
Je pense que c'est clair. Et puis là, bon, la fonction head, nous l'avons déjà vue. La fonction tail aussi, nous l'avons déjà vue. Je mets n égale 3 pour me limiter aux 3 premières lignes, parce que si vous ne limitez pas n égale à 3, en fait, head et tail vont vous donner les 6 premières et les 6 dernières lignes. Voilà, maintenant nous allons passer à la sous-section DF2 structure ou bien structure. Maintenant, là, vous voyez très bien que ici, j'ai défini une identité pour cette cellule-là. Pourquoi? Parce que, bon, je pense que nous l'avons déjà dit, on voulait faire référence à cette section-là depuis le début. On peut le voir ici. On avait déjà fait une référence à cette section-là. On va ouvrir la cellule pour commenter le code. On a un identifiant pour la cellule, n'est-ce pas? Label, 2 points, et puis on donne le nom. Je ne vais pas commenter cela parce que je pense que maintenant vous devez comprendre ce que nous avons fait ici. On a aussi comme résultat une table, et pour la table, on va lui donner une description, donc table cap, et puis on donne la description que nous voulons ici à l'intérieur. Data frame version 2, et puis j'ai mis structure of the table, ou bien structure of the data frame, voilà, juste ce que vous voulez pour votre jeu de données. Et puis là, je vais ajouter quoi? J'ai mis message, 2 points, false. Bon, j'ai mis un commentaire après. Bon, parce que des fois, quand vous exécutez du code, le langage de programmation non seulement vous donne le résultat de votre code, mais peut vous donner en fait des informations supplémentaires. Si vous voulez éviter cela, vous dites, parce que bon, vous n'avez pas besoin de mettre ces messages-là dans le document ou bien dans le rapport final. Ce n'est pas important pour le rapport final. Bien sûr, quand vous codez, il faut voir ces messages-là et voir de quoi il s'agit. Quand maintenant, c'est des messages qui ne sont pas vraiment importants, c'est juste des sorties provenant en fait du langage de programmation ou bien de l'environnement de développement, il faut les enlever parce que ce n'est pas quelque chose d'utile pour le rapport final, n'est-ce pas? Et pour faire cela, vous pouvez le faire message et puis vous mettez 2 points false pour dire que nous ne voulons pas voir les messages là dans le document final. Maintenant, évidemment, si vous voulez voir les messages, il faut faire message 2 points et puis vous mettez true. Là, je vais importer une autre bibliothèque deployer ici, dplyr deployer. J'ai une fonction dont nous avons déjà parlé qui s'appelle glimpse, qui me permet de voir la structure en fait de mes données. Et n'oubliez pas, ici mes données c'est dfv2, mais pourquoi dfv2? Parce que dans la lecture nous avions lu nos données et nous avons mis cela dans la variable dfv2. Si vous vous rappelez, dans les vidéos précédentes, nous avions utilisé une autre fonction similaire à glimpse qui s'appelle str, ok, qui permet aussi de donner en fait la structure de votre data frame. Voilà, on va exécuter tout ceci. Vous allez sur Run, par exemple, là, et puis vous exécutez ce que vous voulez. Ok, mais pour l'instant, on va tout simplement faire ce qu'on appelle Run All pour exécuter notre fichier complètement. Et vous voyez qu'en fait, tout est exécuté. Maintenant, on va aller voir le compte rendu de notre rapport final pour voir est-ce que nous avons exactement ce que nous voulions. Donc, pour cela, vous le savez déjà, vous allez sur Render et vous cliquez là-dessus. Donc, le compte rendu commence. Je pense, voilà, exactement, ça commence. Et vous, là, vous voyez en bas, il y a Processing Files. Donc, le fichier Quarto est en train d'être rendu en un fichier HTML parce que nous avions demandé un rapport HTML. Bien sûr, vous pouvez choisir PDF ou bien tout ce que vous voulez. Bon, ça va prendre un peu de temps pour la première fois. Voilà, je pense que c'est fini, la présentation. Exactement, voilà. Maintenant, vous regardez à droite, ceci est beaucoup plus élégant. Vous voyez, nous avons toujours notre titre, nous avons ici le sous-titre, nous avons l'auteur, et puis la première section 1, Data, et puis la deuxième section ici, Analysis. On n'a pas encore commencé l'analyse, mais vous voyez, notre rapport est très, très, très élégant. Ok? C'est comme cela qu'il faut faire en fait de l'analyse des données. Non seulement il faut savoir écrire du code, mais il faut aussi savoir générer votre rapport de façon dynamique avec du code. Ok? Et dans ce cas de figure-là, nous utilisons en fait la programmation avec le langage R et Quarto.
Bon, évidemment, les gens qui travaillent avec Python ou bien Python peuvent faire la même chose. Vous programmez avec le langage Python, mais pour la génération de votre rapport final, vous le faites avec Quark. Et là, par exemple, vous voyez la table des matières à droite. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez section 1, Data, section 2, Analysis, et puis à l'intérieur, vous voyez comment les sections sont impliquées. Donc, pour la première, c'est 1.1, Head and Tail. Donc, quelqu'un qui s'intéresse à ceci peut cliquer sur cette partie-là pour aller directement ici. Quelqu'un qui s'intéresse à la structure peut cliquer sur structure pour aller directement sur cela. Et si vous voulez retourner en arrière, vous cliquez sur la flèche Go Back et là, vous revenez au début du document. Vous voyez ici que la source de nos données est un lien personnalisé parce que là, vous voyez qu'en fait, c'est Penset Stat 462. C'est beaucoup plus descriptif. Mais si je clique sur le lien, ça va m'amener automatiquement dans mon navigateur et puis sur cette page-là. Mais nous n'allons pas faire cela. Vous pouvez le tester vous-même. Vous pouvez aussi donner uniquement le lien et vous le voyez, c'est trop long. Bon, je pense que la meilleure façon, c'est de le faire comme ceci. Vous créez en fait un lien personnalisé avec un texte qui est beaucoup plus parlant. Mais c'est comme vous voulez. L'essentiel, c'est que si vous avez des données, il faut dire d'où que ces données-là proviennent, n'est-ce pas? Et pour la description, vous le voyez aussi encore. Donc là, on dit pour la structure, il faut aller sur la section. Vous voyez ce qui est intéressant. Pour nous, nous n'avions pas écrit section 1.2. Nous avions tout simplement mis là-bas un identifiant que nous avions défini. Mais Quarto est assez intelligent pour dire qu'en fait, cet identifiant-là correspond à la section 1.2 qui est ici. Vous voyez dans la table des matières, c'est 1.2 Data from V2 Structure, n'est-ce pas? Toujours dans la description, for head and tails, see table 1. Pourquoi? Nous n'avions pas mis table 1. Nous avions juste mis là-bas un identifiant, mais Quarto est assez intelligent pour dire que cet identifiant-là correspond à la table numéro 1. Nous avions tout simplement mis ici la description, ok? Si vous vous rappelez, mais Quarto est assez intelligent pour nommer cette table-là table number 1. Alright? Mieux, à gauche, Quarto nous dit que c'est head, et à droite, Quarto nous dit que c'est tail en notant ça A et en notant ça B. Rien qu'en voyant le contenu de ces deux tables-là, le début et la fin, bon, c'est clair, c'est 1, 2, 3, pour nous dire qu'en fait, c'est les 3 premières lignes, et 19, 20, 21, pour dire que c'est les 3 dernières lignes. On sait nettement que donc notre jeu de données est un jeu de données assez petit. Bon, c'est juste à titre expérimental ici, ou bien pour vous montrer. Et puis, on aura en fait la variable x, et aussi, on aura la variable y, et on voit les valeurs, n'est-ce pas? Ceci est intéressant pour quelqu'un qui ne s'intéresse pas au code. Maintenant, si on veut voir le code, n'est-ce pas? Vous pouvez cliquer ici, et vous le voyez très bien, je pense. Ici, il y a une flèche là. Quand je clique sur la flèche, maintenant, si je m'intéresse en fait au code, je peux aussi voir le code. Comme nous l'avions déjà défini dans notre fichier YAML, on avait demandé à notre entité YAML de mettre en fait les numéros de ligne. Et là, je pense que tout est clair. Si je ne m'intéresse pas au code, je peux juste fermer cela pour voir que en fait les sorties du programme. Autre chose, maintenant, ceci me donne la structure de mes données. Quarto me dit que c'est la table numéro 2 avec la description que j'avais donnée. J'ai 21 lignes et puis 3 colonnes. Pour la colonne row, c'est juste en fait les numéros de lignes. Pour la colonne X, ici, je vois la structure. En fait, c'est des valeurs flottantes et je vois en fait les contenus. Pour la colonne des Y, je vois qu'en fait, c'est toujours double ou bien des valeurs réelles flottantes. Et là aussi, je vois les valeurs. Je pense que vous avez compris ce que nous avons fait ici. Nous avons écrit le code non seulement pour commencer notre analyse, lire nos données, décrire nos données, la source, la structure et le contenu, mais tout cela avec un programme Quarto qui nous permet d'avoir un rapport élégant. Maintenant, nous allons passer à la partie technique qui concerne l'analyse des données pour détecter est-ce que nous avons des valeurs aberrantes dans ce jeu de données-là en faisant bien sûr une régression linéaire simple.
Nous allons maintenant aborder la section analyse en décrivant en détail les actions que nous entreprendrons. Nous n'allons pas revenir sur les détails de comment faire le formatage ici. On va juste décrire ce que nous allons faire. Donc, scatterplot. Et là, on a utilisé ici, en fait, une référence vers la figure qui sera notre nuage de points. Et puis ici, on aura quoi? Model building. Là, on va construire, en fait, notre modèle de régression linéaire. OK, nous avons déjà vu dans les vidéos précédentes comment construire le modèle. On va juste le faire rapidement ici et ne pas revenir sur les détails. Et comme vous le voyez, là aussi, nous avons un identifiant qui nous permet d'aller directement voir notre modèle. Ici, nous avons la partie qui nous concerne particulièrement pour cette vidéo, c'est la détection des valeurs aberrantes ou bien outliers. OK? Et comme nous l'avons déjà vu dans la vidéo précédente, nous allons utiliser deux méthodes différentes pour avoir une analyse robuste. La première méthode va concerner l'utilisation des résidus standards. Dans cette partie-là, nous allons voir deux choses. On va avoir d'abord les valeurs qui constituent des valeurs aberrantes. Et là aussi, on crée un identifiant qui nous permet d'aller directement à cette section-là. Vous avez bien vu le début, c'est @sec pour dire qu'en fait c'est une section. Et on aura aussi en fait une figure. Et vous le voyez ici, forplot si @fig pour dire qu'en fait c'est une figure, n'est-ce pas? Bon, je ne vais pas revenir sur les détails de comment on fait cela. Sauf que ici, pour avoir une bonne indentation, je pense que je vais ajouter ici espace, espace, pour que les choses soient beaucoup plus claires. Ici, je vais ajouter espace, espace, pour dire qu'en fait, value and plot, c'est pour les valeurs et la figure qui concernent en fait la méthode 1. Et après, pour la méthode 2, on va utiliser en fait des distances de Cook, ou bien Cook's distances. Et là aussi, je vais faire la même chose, je vais indenter espace, espace, pour dire qu'en fait, ça c'est les valeurs de la deuxième méthode. Et de même, pour la figure, ici, je vais tout simplement ajouter espace et espace. Voilà. Et après cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter ici un header de type 3, donc 3 hashtags, n'est-ce pas? Maintenant, je mets à l'intérieur ici mon code. Et à l'intérieur du code, là, vous le voyez très bien, j'ai créé ici un identifiant pour la figure. Je pense que vous l'avez déjà vu ici. On a fait référence à cette figure-là depuis le début pour expliquer dans notre analyse ce que nous allons faire. Et là, on avertit encore une fois encore le lecteur pour lui dire qu'en fait, il y aura une figure particulière concernant en fait le nuage de points. Et si vous voulez regarder ça, vous pouvez le voir directement, n'est-ce pas? Quoi d'autre? Bon, ça c'est l'identifiant. Et puis, on aura bien sûr en fait une figure. Ça, c'est la description de la figure. Vous le voyez très bien, FigCap. Ça, nous le connaissons déjà. Qu'est-ce qu'on fait ici? On dessine notre nuage de points. Donc, sur l'axe des X, on aura X de notre data frame dfv2. Et sur l'axe des Y, on aura la variable Y de notre data frame dfv2. Et on met en fait des labels. Donc, XLab, c'est tout simplement X. YLab, c'est tout simplement Y. Et puis, on met en haut, en fait, un titre pour notre figure. Bon, ici, il y a deux façons de faire. Vous pouvez utiliser main equal, et je pense que c'est plus facile, comme ceci, ou bien vous pouvez même oublier le main et puis aller à la ligne, mettre title et puis vous donner le titre. C'est comme vous voulez. Voilà, maintenant, ce qu'on va faire, on va tout simplement exécuter ceci, run. Voilà le nuage de points que nous avons. Et vous le voyez très bien sur l'axe des X, on a bien ici X, sur l'axe des Y, on a ici Y, et vous voyez très bien, là, c'est en haut, c'est le titre de notre nuage de points. Regardez ces points-là et dites-moi si vous pouvez apercevoir un point ou bien des points qui sont des valeurs aberrantes. On commence toujours avec un graphique, mais des fois, un graphique est une aide visuelle, mais c'est pas une analyse rigoureuse, n'est-ce pas? C'est juste en fait pour avoir une intuition. Regardez ici et dites-moi si vous voyez un point qui est clairement un point outlier ou bien une valeur aberrante. Et si vous ne le voyez pas, c'est pas grave. On va faire l'analyse pour trouver une valeur ou bien des valeurs aberrantes. Voilà, pour détecter en fait les potentielles valeurs aberrantes, il va falloir d'abord construire notre modèle, n'est-ce pas? C'est pourquoi ici, nous avons une nouvelle section, Model Building, et puis vous voyez que nous avons créé un identifiant pour pouvoir
adresser cette sous-section. Voilà, je pense que ça, nous connaissons comment faire ceci. C'est pas la peine de perdre du temps là-dessus. On l'a déjà vu dans les vidéos antérieures. On ne fait que construire un modèle linéaire et puis on affiche en fait le résumé du modèle. Donc, exécutons ceci. Donc voilà, nous avons en fait ici le résultat de notre modèle. Je ne vais pas commenter ceci parce que nous avons déjà fait le commentaire du résumé de modèle linéaire dans les vidéos précédentes et je pense que maintenant, à partir de maintenant, vous pouvez effectivement lire ce résumé-là. Mais on aura besoin de ce modèle-là pour pouvoir faire le diagnostic et voir s'il y a des valeurs aberrantes ou pas. Nous venons de construire notre modèle de régression linéaire. Maintenant, nous allons essayer de détecter s'il y a des valeurs aberrantes dans notre jeu de données ou pas. Donc ici, je vais ouvrir la cellule de code. Ici, nous avons un identifiant pour dire que ceci est notre première méthode. Puisque nous allons utiliser la méthode des résidus standards, il va falloir mettre une limite. Ici, je vais commencer par une limite de 3. Comme je vous l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, des fois, il est bien, suivant votre étude, de mettre la limite à 3, mais si vous voulez être plus conservateur, on peut même changer la limite de 3 vers 2 pour voir s'il y a des valeurs aberrantes. Pour ce cas précis-là, on va se mettre à 3. Là, je vais attirer votre attention sur ces deux lignes-là, ou bien sur cette ligne de code-là. Je vous montre d'abord la mauvaise façon de procéder. Comme nous l'avons dit, il faut utiliser en fait les résidus standards et non pas les résidus. Si vous utilisez les résidus simples, vous allez avoir des surprises. Donc, c'est pourquoi je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. Si vous référencez, par exemple, les résidus, vous allez avoir une fausse réponse. Par contre, la bonne méthode, c'est de trouver les résidus standards. Et pour trouver les résidus standards, il y a une fonction pour le langage R qui vous permet d'accéder à ces résidus standards. C'est la fonction R standard pour dire résidu standard. Et puis, vous lui passez le modèle et automatiquement, vous aurez les résidus standards. Maintenant, attention, puisque les résidus sont les quantités positives ou bien négatives, il faudra prendre la valeur absolue. OK? Cela va vous simplifier le travail, sinon vous allez chercher les valeurs qui sont au-dessus de 3 et chercher des valeurs qui sont en dessous de 3. En dessous de moins 3 plutôt, ce qui est compliqué. Donc, vaut mieux calculer les résidus standards en valeur absolue. Ça simplifie le travail parce que maintenant, on va chercher tout simplement les valeurs qui sont au-dessus de 3. Maintenant, une fois que nous avons les résidus standards en valeur absolue, on crée ce qu'on appelle un masque. Donc, on cherche les valeurs qui sont au-dessus de la limite. Ici, nous avons mis une limite qui est égale à 3. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, vous pouvez aussi changer selon votre étude, mettre la limite à 3 ou bien à 2. Bon, ici, on va s'arrêter à 3. Une fois que vous avez cela, maintenant, vous sélectionnez les points qui sont dans votre data frame, vous le voyez ici, DFV2, qui sont au-dessus de cette limite. Et pour ce faire, c'est très simple. Il faut tout simplement, après votre masque, sélectionner toutes les lignes qui correspondent à ce masque-là. Très bien. Et une fois que nous avons les valeurs qui sont potentiellement des valeurs aberrantes, on les met dans la variable. Et maintenant, on va essayer de visualiser ces valeurs-là. Voilà, donc nous allons d'abord exécuter la cellule-là pour voir si vraiment nous avons des valeurs aberrantes. Mais avant de faire cela, puisque j'ai nettoyé mon environnement, il va falloir d'abord exécuter toutes les cellules qui sont au-dessus de cette cellule-là d'abord. Donc là, je vais aller sur Run. Donc je vais faire Run All Chunk Above. Pour lui, il faut exécuter en fait toutes les cellules qui viennent avant la présente cellule. Donc on exécute. Je pense que tout est fini exactement. Et maintenant, je peux exécuter cette cellule-là pour voir est-ce que j'ai des valeurs aberrantes. Super. Et là, vous voyez qu'en fait, apparemment, on trouve qu'il y a une valeur aberrante. C'est la ligne 21 qui a pour valeur 4 et 40. Pour mieux voir tout ceci aussi, on peut tout simplement faire un compte rendu. Je vais cliquer sur un compte rendu ici. Là, c'était notre nuage de points. Peut-être c'est pas évident de voir une valeur aberrante ici.
Ici, nous avons notre modèle. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez regarder le code si vous voulez, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Ça, c'est le résumé du modèle. Donc, on le voit très bien ici. Nous avons en fait une valeur aberrante suivant la méthode des résidus standards. Et on le voit nettement, c'est la ligne 21 ici, et x égale à 4 et puis y égale à 40. Nous avons ici le graphique qui nous représente cela de façon beaucoup plus explicite, n'est-ce pas? On voit très bien la ligne bleue qui est la ligne de régression, ok? Et vous voyez en gris, c'est l'intervalle de confiance, ok? Les points noirs que vous voyez autour de la ligne, c'est en fait le jeu de données. Et on voit nettement ici, il y a un point rouge qui est carrément notre valeur aberrante. Si vous regardez là où j'ai mis plot, il y a une cellule qui est là-bas. Quand je l'ouvre, pour dessiner ce graphique-là, il suffit d'utiliser la bibliothèque ggplot, ok? Vous lui passez d'abord votre jeu de données. Ici, nous avons passé notre jeu de données, DataFrame V2, et là, vous définissez en fait l'axe des X et l'axe des Y. Vous définissez ici la méthode, hein? C'est la méthode LM, donc c'est la régression linéaire simple. Vous avez bien vu ici, on a mis SI equal to true, standard error, donc c'est l'intervalle de confiance. C'est ce qui ajoute en fait, si vous voyez ici, la partie grise autour de la ligne de régression, n'est-ce pas? Nous avons mis une couleur bleue, la droite est bleue, ok? Et puis le reste nous permet d'avoir le point rouge ici, qui est clairement la valeur aberrante. Hein? Pourquoi? Parce que vous le voyez ici, data, nous avions passé quoi? Standard raise outliers, qui étaient les points, ou bien le point sélectionné depuis ici pour détecter en fait les valeurs aberrantes. Le reste, c'est très simple, c'est en fait l'axe des X, ajouter le label, l'axe des Y, ajouter le label, ajouter un titre. Autre chose, on a centré le titre parce que si vous utilisez ggplot par défaut, l'ajustement sera à gauche, contrairement à la fonction plot qui automatiquement centre en fait le titre du graphique. Donc, pour forcer ici l'ajustement pour que le titre soit centré comme la fonction plot, il suffit tout simplement d'ajouter un thème. Ici, c'est pourquoi nous avons ajouté un thème. Vous passez à votre fonction thème plot.title et puis vous mettez element text pour dire que c'est le texte et puis horizontal justification ou bien hJust et puis vous mettez égal à 0.5. Il faut comprendre que si vous mettez 0, ce qui est la valeur par défaut, ce sera vers la gauche. Si vous mettez 1, ce sera vers la droite et si vous mettez 0.5, le titre sera centré. Maintenant, comment traiter les valeurs aberrantes? Nous avons déjà parlé de ceci dans la vidéo précédente. Vous pouvez aller regarder cette vidéo-là pour voir maintenant si c'était un cas réel d'analyse, comment vous devez traiter ce point. Nous concluons cette vidéo ici afin de maintenir une durée convenable. Dans la prochaine vidéo, nous présenterons la méthode de licence de Cook pour détecter les valeurs aberrantes. Merci et à bientôt.